Merci d'être présent à cette première table ronde consacrée à quel tourisme pour demain. Je suis Stéphane Jaladis, journaliste à l'écotouristique, et nous serons trois intervenants autour de cette table ronde. Avec une baisse de fréquentation de 22%, la Bretagne n'a pas été épargnée cette année en 2020 avec la crise du Covid, mais cette baisse a été nettement moins importante que dans d'autres destinations hexagonales, puisque la moyenne nationale est de 34% au niveau de la baisse. La Bretagne a résisté grâce à de nombreux atouts que sont ses espaces naturels, son identité, sa culture et sa population qui est particulièrement accueillante. Loin du tourisme de masse, on a pu voir revenir sur le devant de la scène des éléments importants comme la proximité, la lenteur, l'immersion dans un territoire, sa culture et son environnement. Cette crise est aussi une opportunité pour réfléchir sur le tourisme que la région Bretagne souhaite proposer demain, avec des enjeux importants que sont les rééquilibrages des flux par le biais notamment de l'itinérance, afin que les sites visités profitent de cette manne économique que représente le tourisme, avec une volonté forte aussi d'y associer les habitants pour que le tourisme soit accepté par tous au niveau local. Avec nos invités, lors de ces 2 jours de rencontre, nous allons analyser les tendances et les évolutions en cours du tourisme, les attentes des clientèles, les pistes pour casser les codes et accélérer de nouveaux projets. Nous allons voir aussi les moyens financiers d'adapter et de créer une offre touristique nouvelle. Alors, nous allons commencer par inviter Paul Arsenault, qui est un peu loin de notre belle région Bretagne, mais il y a des liens entre le Canada et la Bretagne, puisqu'il est à Montréal. Paul Arsenault est vice-président innovation du MT Lab, un incubateur d'innovation touristique qui est donc à Montréal. Il est également professeur en gestion des entreprises et des organismes touristiques au département de marketing de l'ESG UQAM. Bonjour, Paul. Bonjour. Et donc, première question, je voulais savoir un peu quelle était pour vous votre vision du tourisme et quelles étaient les évolutions en cours. Ah mon Dieu, quelle bonne question. Écoutez, j'ai lu, je ne fais que lire avec mes brillants collègues sur l'avenir du tourisme et je suis arrivé à une seule conviction, c'est qu'à ce moment-ci, il n'y a aucune conviction à y avoir. Pour 2 raisons assez simples. La première, c'est que la pandémie n'est pas terminée. Et donc, les consommateurs, que sont les touristes, même si on n'aime pas cette approche un peu mercantile et mercatique, ne savent pas toujours ce qu'ils feront dans les prochaines saisons touristiques. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Un grand point d'interrogation. La seule ou unique certitude qu'on puisse avoir sur un tourisme français en Bretagne, par exemple, en 2021, c'est une vague reproduction de l'été 2020. Et qu'est-ce que l'été 2020 nous a appris en France, ici, au Canada, au Québec, à Montréal? Encore une fois, que nous avons été pris au dépourvu par des mouvements touristiques pourtant prévisibles et que nous avons chanté sur toutes les tribunes, hein, une touriste hyper locale. Alors, on était content de dire les gens redécouvriront enfin la proximité, le bonheur d'être chez eux. Et cela, d'un point de vue strictement marketing, amenait des réflexions très importantes, c'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes visiteurs avec les mêmes comportements, avec les mêmes repères ou l'absence de repères. Alors voilà, quel tourisme nous attend? Certains ont espéré la venue d'un tourisme meilleur, d'une épiphanie durant la pandémie, durant la crise de la COVID. Est-ce qu'elle arrivera? Je pense qu'on a beaucoup fantasmé des choses qu'on espérait d'un avenir meilleur et je suis malheureusement pas convaincu que ça arrivera. Donc, en bref, je laisserai Brice et Ludo, comment dire, expliciter de façon peut-être plus éloquente tout ça, mais nous sommes dans l'incertitude et les quelques rares certitudes que nous avons actuellement appelleront des actions. Je salue l'organisation des rencontres du tourisme de Bretagne. J'espère surtout que suite à ces 2 jours d'échange, des actions seront menées réellement auprès des autorités, auprès des élus, auprès des prestataires, auprès des résidents, des habitants, et cela serait nécessaire. Si ça ne se produit pas, on peut toujours rêver d'un tourisme différent, mais
il ne se produira pas parce que les visiteurs frustrés de ne pas pouvoir se déplacer feront ce qu'on appelle en recherche opérationnelle l'optimisation sous contrainte. Donc, ils iront là où ils pourront dans la mesure de leurs moyens et sans passer par tout l'écosystème touristique institutionnel. Voilà. Ok. Et le tourisme, pour vous, ça reste quelque chose de positif. On a beaucoup parlé avant la crise que le tourisme pouvait être négatif. On a parlé de surtourisme. Bon, la Moi, Bretagne est peut-être un peu moins je suis concernée par cela, mais... l'avocat de l'absence de surtourisme. Il n'y a pas de surtourisme, il y a un tourisme qui est mal géré, essentiellement. Il existe des mécanismes. Il existe des mécanismes de régulation des flux touristiques qui sont naturels et qu'on oublie en cours de route. La capacité de lits marchands est une façon de réguler sur un territoire les flux touristiques. La disponibilité du transport, l'avion, les sièges d'avion, le train, etc., sont tout autant de mécanismes qu'on oublie en cours de route, mais qui s'assurent d'une certaine forme d'équilibre sur les territoires. Les déséquilibres arrivent de deux ou trois façons. La première était ce qu'on appelle le surtourisme d'une trop grande capacité, encore une fois, de lits ou de transport. Et la deuxième, d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire ça fait plusieurs décennies qu'on parle de l'importance d'avoir des sites Internet transactionnels. On est capable de faire la transaction, mais on n'est pas capable de faire la réservation. De dire, ben, il y a des moments clés où on a une capacité de charge qui va être dépassée et de mettre sur un billet pour un site ou sur un attrait une heure d'arrivée, une heure de départ. C'est très simple, il n'y a aucun enjeu technologique là, c'est d'une simplicité désarmante. Or, on ne le faisait pas. Et on a donné l'exemple de Barcelone. Moi, je trouve ça fabuleux. Pendant 4 décennies, du point de vue du marketing touristique, on disait Barcelone, c'est la ville qui se vend le mieux d'un point de vue touristique sur la planète. Et tout d'un coup, parce que certains sondages donnent l'opinion d'une destination moins, comment dire, avec certains impacts négatifs sur les populations locales, tout d'un coup, ça devient l'exemple, le parfait contre-exemple. Mais pourtant, ce sont des milliards, des dizaines de milliards d'euros qui ont été investis dans les Jeux olympiques, dans le développement, dans de nouvelles chambres d'hôtel, dans un nouveau port de mer, etc. Alors, quelle surprise après coup que ça fonctionne. Donc, c'est un petit peu tout ça. Oui, le tourisme, il est positif, mais il ne peut pas être porteur de tout, comment dire, de pur bonheur sans certains impacts. Et encore une fois, ces impacts-là, les externalités, sont gérables. Il faut apprendre à le gérer. Or, souvent, les élus, les pouvoirs publics ne s'intéressent qu'à la partie de l'équation qui est la croissance de la demande et très peu à la gestion des flux. D'accord, merci beaucoup. Nous vous retrouverons dans quelques instants. Nous avons un autre invité qui est à distance, qui est Brice Dution, donc maître de conférence au campus des métiers du tourisme à Nice-Côte d'Azur. Bonjour. Oui, bonjour Stéphane. Vous nous entendez? Ludovic et Paul, je vous salue. Oui, oui, je vous entends parfaitement. Ok, merci. Alors pour vous, la crise du Covid est la première vraie crise que connaît le secteur, puisque le tourisme connaissait je dirais une croissance ininterrompue depuis les années 50-60. Qu'est-ce que peut changer cette crise pour vous? Mais pour continuer ce que Paul vient de dire, moi je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments assez intéressants dans ce que nous vivons depuis un an. En dehors des éléments parfois un peu polémiques. La première idée, moi je suis d'accord avec Paul, c'est qu'on a vécu sur une économie qui est fondée sur la croissance. Et en gros, depuis 70 ans, c'est une économie qui n'a jamais connu de crise structurelle. Il y a eu des événements conjoncturels, des petites crises, etc. Mais en gros, un taux de croissance moyen annuel de plus de 4% par an dans une économie ou une industrie à l'échelle du monde, depuis 70 ans, c'est complètement inconnu. Donc, c'est vraiment le secteur qui a connu la plus grande croissance. Et je pense que aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est confronté à une crise de cette ampleur et surtout qui touche le monde entier. Il y a eu des crises qui étaient des crises régionales. Regardez un petit peu ce qui s'est fait durant les guerres en Irak, et y compris d'ailleurs, par exemple, le tsunami en 2004-2005 en Asie. Donc la question aujourd'hui, la première, je crois, c'est comment le tourisme peut vivre sa première crise structurelle mondiale. Je pense que ça a été une question. On a vu qu'un certain nombre de pays ont commencé à aborder, commencé à y répondre de façon complètement différente. Si on fait un prisme sur la France, parce qu'on est en France et après on va regarder en Bretagne, je crois que philosophiquement, on est un pays qui est totalement schizophrène quand on aborde les questions du tourisme. C'est-à-dire qu'on a une culture uniquement quantitative. Et c'est ce que vient de souligner Paul. C'est-à-dire que pourquoi être surpris quand des touristes viennent?
je veux dire, ça ne relève d'aucun bon sens. On a tout fait dans le monde, en France et notamment en Europe, pour que les comparaisons puissent être établies entre simplement cette culture du chiffre. Regardez, il y a encore 3-4 ans, un ministre des Relations des Affaires étrangères au Quai d'Orsay fixait un objectif 100 millions de visiteurs internationaux en France en 2020. Bon, beaucoup disaient que c'était une ineptie et que ça n'avait aucun sens. Donc je pense que la première idée, c'est sortir de cette culture quantitative et aller d'abord et avant tout sur une culture qualitative. C'est quel tourisme voulons-nous pour quel type de territoire? Et ça, je pense que c'est le premier enseignement collectif que vont se poser l'ensemble des destinations, que ce soit des pays, des régions ou des échelles plus locales. Donc ça, je pense que c'est le premier élément, je pense, relativement intéressant de prise de conscience que le tourisme est bien sûr une économie qui s'est largement mondialisée, mais je pense que les conditions de cette mondialisation sont aujourd'hui remises en cause. Ça, c'est ma première petite réflexion. Puis la deuxième réflexion, puis ensuite, Stéphane, je vais vous laisser la parole si vous voulez me reposer d'autres questions, mais je pense qu'on a beaucoup rêvé au monde d'après il y a un an. Voilà. Moi, je m'amusais à lire sur tous les réseaux sociaux, y compris ce que pouvaient poster Ludo et Paul. Euh, Personne n'a jamais cru, dans le fond, que le tourisme allait être complètement différent. C'est-à-dire que c'était une sorte de lubie d'imaginer que le monde d'après serait totalement différent du monde d'avant. Pour le coup, je pense qu'il faut avoir l'idée que les bases existent, que ça va reprendre, mais qu'il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être repensés. C'est-à-dire quel type de tourisme voulons-nous, quel type de territoire voulons-nous, et je pense que là, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va échanger avec Paul et Ludovic. Enfin, dernier petit point, je pense que Paul a parlé des externalités, de la mauvaise gestion, etc. Je pense que c'est un constat qu'on peut dresser collectivement. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y a pas de surtourisme dans le fond. C'est simplement une impréparation à accueillir des flux qui étaient totalement prévisibles. Quand on ouvre des lignes aériennes dans un aéroport, il suffit de calculer assez simplement le nombre de visiteurs qui vont arriver pour savoir à peu près le nombre de flux qu'on va avoir. Et là, on a été un peu, disons, doublé par une certaine forme de technologie et des pratiques technologisées. Regardez par exemple à Saint-Malo, c'est ce qui a fait les titres pendant plusieurs années sur le parc des logements Airbnb et il fallait simplement essayer de penser comment on peut peut-être limiter un certain nombre de mises en location d'hébergement touristique dans les centres-villes pour éviter les phénomènes qu'on connaissait. Donc oui, première crise structurelle, je pense que le premier enseignement, c'est sortir du tout quantitatif pour aller vers le qualitatif, sortir de cette culture du chiffre pour aller vers la question de la valeur du tourisme et de la valeur des territoires. Et je pense que les 2 jours qui viennent en Bretagne sont des éléments clés pour poser des diagnostics et peut-être aussi esquisser des réponses adéquates. Merci. On peut espérer que le tourisme repartira dès que la crise sera terminée, puisque je dirais, l'appétence des Français et des clientèles étrangères seront toujours là pour la France et la Bretagne. Néanmoins, est-ce que vous avez des pistes à nous présenter pour cette reprise? Quelles seront les tendances qui seront recherchées par la clientèle? Oui, alors comme Paul, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense d'abord que la crise n'a fait que révéler un certain nombre de tendances structurelles qui existaient depuis longtemps et qu'on refusait de regarder parce qu'on on était un peu dopé à cette croissance. Et dans le fond, le tourisme, c'était une rente de situation. Donc ça marchait quoi qu'on fasse. Donc on ne se posait pas le genre de questions et les bonnes questions qu'on méritait de se poser. Je pense que les tendances, on les identifiait et la crise n'est finalement qu'un révélateur ou qu'une révélatrice ou qu'une amplificatrice de tendances. Donc il y a quelques éléments clés comme ça sur lesquels on peut peut-être discuter ce matin. On a beaucoup parlé de la proximité, mais tout le monde sait depuis un siècle et demi que le tourisme, c'est de la consommation de proximité. En France, par exemple, ce sont les Anglais et les Allemands qui sont nos premiers visiteurs internationaux depuis un siècle et demi. Dans un siècle et demi, ce sera toujours le cas. Donc ça veut dire que la question de la proximité, c'est une question qui est structurellement inscrite dans l'ADN du tourisme. Et nier ça, aller chercher des clients en Chine, au Japon, etc., c'est très bien, mais le cœur du business, c'est d'abord un business de proximité. Le deuxième terme dont on a beaucoup parlé, c'est l'humain. Mais le tourisme, ça s'adresse à des êtres humains et ça met en relation des visiteurs avec
des habitants de territoire. Donc je sais qu'on va beaucoup en parler pendant les heures qui viennent ici en Bretagne, et je crois que c'est vraiment un élément clé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut mettre en relation les visiteurs et les visités, si j'ose dire. Troisième petite question, c'est la question de la sécurité, Stéphane. Et je pense que là, aujourd'hui, on a été infichu de répondre, par exemple, à la question du SRAS il y a une quinzaine d'années. C'est une question qu'on voit naître depuis très longtemps. Moi, j'ai créé un cours qui s'appelait Tourisme et sécurité sanitaire il y a une quinzaine d'années. Et dans le fond, le diagnostic de ce qu'on vit il y a un an, on était capable de l'imaginer. Après, c'est lié à d'autres questions sur l'incapacité ou l'impréparation d'un certain nombre de politiques de santé publique. Ce n'est pas le tourisme qui est le responsable de ça. C'est plutôt l'abandon d'un certain nombre de pratiques de politique publique en matière de santé publique. Mais je crois dans le fond, et pour laisser la parole à Ludovic, il y a deux éléments, moi, qui me semblent clés en dehors de l'humain et de la proximité. C'est d'abord la question du territoire et en gros de la nouvelle donne territoriale. Je pense qu'on a trop développé le tourisme à l'échelle métropolitaine, c'est-à-dire on a tout misé sur les grandes villes, sur les grandes métropoles, etc. Je pense qu'aujourd'hui, notamment à l'échelle des régions, c'est vraiment penser à une certaine forme de percolation du tourisme à l'échelle territoriale, avec une question clé, c'est celle de l'accessibilité des sites et notamment l'accessibilité en mode de transport, et j'imagine en mode de transport collectif, on pourra en reparler. Et c'est un lien, bien sûr, avec un autre élément clé, je crois, aujourd'hui, c'est celle de la destination décarbonée, c'est-à-dire lier le tourisme à une certaine forme de préservation de l'environnement. Voilà un petit peu, moi, les quelques éléments clés que je retire de la crise et peut-être esquisser un certain nombre de perspectives pour la reprise, et la reprise qui reviendra, bien entendu. Et là, c'est un autre élément, si on prend un peu de distance, et je pense que les médias, je ne parle pas de vous Stéphane, mais les médias collectivement n'analysent pas suffisamment dans des tendances longues. Si on regarde sur des tendances longues, bien évidemment, le tourisme reprendra. Et ça, c'est une évidence, parce que historiquement, ça a toujours été le cas après une crise, quelle qu'elle soit, et quelle que soit son ampleur. Brice, merci. Alors Ludovic, bonjour. Bonjour, vous êtes Stéphane. avec nous sur le plateau à Rennes. Donc vous êtes consultant en tourisme à la tête de l'agitateur de destination numérique et vous êtes basé à Toulouse. Et justement avec vous, je voulais aborder la question de la pression écologique, ce que ça peut influer sur la consommation demain et sur l'offre de produits qui seront proposés. Ben, on peut voir maintenant depuis quelques années, et probablement avec une amplification liée à cette crise, une prise de conscience collective sur tous les secteurs, de la part de la population, du fait qu'il faut peut-être qu'on consomme de façon un petit peu plus responsable, que ce soit nos vêtements, notre alimentation, mais aussi nos voyages. De la dire comme on l'a rêvé effectivement il y a un an, et comme on l'a lu dans beaucoup de ressources, que le tourisme allait réellement changer et que la demande allait réellement évoluer de façon importante. Je pense qu'il y a un pas qu'on n'a pas encore franchi, et Brice et Paul le rappelaient, mais probablement que les acteurs du tourisme, qu'ils soient publics ou privés, ont un rôle aussi d'éducation à jouer par rapport à cela. Je pense qu'il ne faut pas y voir uniquement une tendance qui s'accélère, et donc sur un plan marketing, quelque chose auquel il faut répondre, même si de plus en plus le font, même en faisant ce qu'on appelle du greenwashing, mais probablement une responsabilité de notre secteur, et notamment des pouvoirs publics, pour créer des destinations qui peuvent être décarbonées, auxquelles on accède plus facilement, et puis se poser la question. Là aussi, le tourisme, on ne redécouvre pas que le tourisme est essentiellement de proximité, comme le disait Brice. On sait que beaucoup de territoires vivent avant tout des loisirs que consomment les habitants, et malgré tout, on a voulu mettre en tourisme l'ensemble des territoires, on a voulu faire du tourisme 4 saisons un petit peu partout. Tout le monde a fait de la communication, probablement à outrance. Chaque petit office de tourisme aujourd'hui gère un site internet dans lequel il va réinvestir tous les 3 à 4 ans, une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter. Enfin, je crois qu'on met beaucoup de moyens pour faire venir des gens parfois de très loin dans ces territoires, et on redécouvre à l'aune de cette crise finalement que le cadre de vie, le cadre de loisirs et le cadre de séjour, les trois doivent cohabiter ensemble. Alors Paul disait il n'y a pas de surtourisme, c'est une invention médiatique probablement,
mais il y a quand même des habitants qui ont souffert, dans des grandes villes notamment, d'une gentrification de leur quartier. On a beaucoup parlé des phénomènes Airbnb, et ça, il y a quand même une insatisfaction de la part de certains habitants dans des quartiers qui vivent mal cette mise en tourisme peut-être accélérée ou trop importante. Donc il y a sûrement des choses à faire, et quand on parle ici sur ces 2 journées justement de repenser les flux sur un territoire, ça participe tout à fait de cet objet-là. De faire en sorte que quand on accueille les gens, on soit en capacité de leur proposer d'autres choses que simplement les grandes tours Eiffel qu'ils ont pu voir dans tous les guides et qu'ils ont peut-être déjà d'ailleurs visité. Je crois que c'est un élément important pour permettre justement une percolation, pour reprendre le terme qu'utilisait Brice, du tourisme sur l'ensemble de notre territoire. Et puis peut-être en revenir aussi à une répartition plus harmonieuse des rôles. On l'a vu l'année dernière à un moment de ce qu'on pensait être une sortie de crise en vue de l'été. Juste avant, on disait on va faire attention, on va communiquer, mais pas tous ensemble, pas tous en même temps, on ne va pas créer de cacophonie. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas tiré les leçons de ces erreurs, et que cette année, on va refaire la même chose, que tout le monde travaille sur des plans com. Ils sont tous dans les tiroirs en attendant le moment où on va pouvoir les sortir. Il va de nouveau y avoir une cacophonie, et on réinvestit de nouveau énormément dans la promotion, dans la communication, et finalement pas tant que ça dans l'accueil. Et je crois que ce que vont attendre les gens qui vont se déplacer juste à côté ou d'un peu plus loin, c'est justement d'avoir un accueil qui leur permette de se retrouver en famille, entre amis, de profiter de ces bons moments, et on en aura tous, je crois, bien besoin. Et je n'ai pas l'impression qu'on mette aujourd'hui le paquet justement sur cette notion d'hospitalité qui est extrêmement importante. Nos budgets partent essentiellement quand même encore sur du marketing et de la promotion. D'accord. Et alors vous parliez des clientèles qu'on allait rechercher, vous estimez plutôt que demain, on ira plutôt chercher des clientèles qui sont proches, et on arrêtera d'aller investir pour faire venir des clientèles lointaines, parce que ça coûte trop cher, et aussi au niveau écologique, c'est mal vu aujourd'hui ou... Disons que dans les discours globaux, évidemment qu'aujourd'hui, c'est un petit peu délicat d'aller dire qu'on va aller rechercher la clientèle chinoise, nippone, japonaise, australienne, américaine, même si ça se fait, et même si cette clientèle a toujours une appétence pour la France, et peut-être viendra d'elle-même d'ailleurs. On a vu effectivement des grands plans de communication vis-à-vis de ces pays-là, parce que le panier moyen était beaucoup plus important, parce que c'était une nouvelle clientèle qu'on pouvait venir aller chercher. Mais ce n'est pas forcément une clientèle qui va au cœur des territoires. Elle va faire souvent, on va dire, les grands sites, et qui sont déjà les plus visités d'ailleurs. Oui, c'est une fois qu'elle vient, une deuxième, une troisième fois, qu'éventuellement elle va descendre un peu plus ou irriguer les autres territoires. Il n'en reste que d'un point de vue économique, et pour certaines destinations, c'est une clientèle importante. Certaines destinations vont continuer, ou en tout cas vont reprendre leur promotion et leur commercialisation chez ces clientèles-là. Mais de là à estimer que c'est l'Eldorado pour tous, non. On voit aujourd'hui de petits territoires qui ont compris que aller faire de la communication, même vis-à-vis d'une clientèle nationale, elle n'était pas dans leur rôle. Leur rôle, c'est de faire en sorte que pour les gens qui vivent à 50, peut-être 100 km, ça puisse être le temps d'une journée ou d'un week-end qui permettent de passer un bon moment, de consommer du loisir. De vivre des expériences. Et exactement, l'expérience, ce mot galvaudé. Voilà, exactement. mais en tout cas, juste passer un bon moment avec sa famille, ou en couple, ou entre amis, le temps d'un week-end, et découvrir des coins qui sont peut-être pas loin de chez nous et qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on a un peu appris à refaire quand même ces derniers mois, où on était contraints dans nos déplacements, et où finalement, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui, le temps d'un week-end, vont réussir à se retrouver entre amis dans un gîte, dans un coin qui est juste le barycentre dans l'endroit où ils habitent, et juste avec l'envie de passer un bon moment, d'aller faire un tour sur le marché, de consommer quelques spécialités locales, et pourquoi pas, quand on pourra de nouveau, faire une ou deux visites, mais finalement peut-être pas au-delà, et en tout cas pas forcément en prenant un avion et en allant de l'autre côté de l'Atlantique ou sur un autre continent. Oui. Alors on va continuer sur cette question environnementale. Je vais repasser la parole à Paul, qui est au Canada. Donc, est-ce qu'il m'entend ? Tout à fait. Ok, merci encore, puisqu'il est très tôt chez vous. Je crois qu'il est. Vous êtes en pleine nuit, là, il est 4h du matin ? Oui, 4h24, oui. Voilà, 4h24. Le soleil se lève dans 2 heures. Ah, vous êtes... Il est en pleine nuit blanche, il faut le remettre. Voilà. Et donc, Paul, cette question environnementale va devenir de plus importante avec les nouvelles générations qui arrivent, je dirais, qui vont voyager demain, puisque elles sont sensibilisées à cette question, notamment via Greta ou d'autres actions.
Oui, écoutez, vous avez entièrement raison, Stéphane. La question environnementale n'est plus, j'allais dire, autonome, est une préoccupation de la durabilité et même de la responsabilité. On voit apparaître de plus en plus, notre ministre du Tourisme ici au Québec a annoncé la semaine dernière une stratégie de développement responsable et durable. Parce que environnemental pur, qui est très important, comment dire, c'est le jeu de base, hein, c'est la condition, une condition nécessaire, mais non suffisante aujourd'hui. Il y a donc une nouvelle génération, effectivement, qui recherche plus de sens, qui recherche plus d'authenticité. Et Dieu, que ça fait 2 décennies que j'entends et que je dis moi-même l'importance de l'authenticité. Il y a une immense, effectivement, volonté d'une nouvelle génération de trouver ce sens et cette responsabilité. Malheureusement, et Ludo l'a bien présenté, et Brice encore une fois, notre gestion du tourisme est encore limitée à la communication. Alors, à plus forte raison, depuis des années, j'ai la chance d'aller aux rencontres du tourisme à Pau, du rencontre du tourisme institutionnel, et rappeler que les exigences et les attentes par rapport à une filière qui est presque artisanale. Hein? On a l'impression, on voit quelques grands groupes du tourisme. Ben oui, il y a Air France, il y a Accor, etc. Accor qui a cumulé 2 milliards d'euros de pertes cette année. Mais pour ces grands groupes-là, il y a de toutes petites entreprises portées par des couples, par des familles, etc., par des gens qui le font par passion. Et désormais, on leur dit non seulement vous devez être des marchands de bonheur, vous devez accueillir, vous devez répondre aux préoccupations des locaux, vous devez permettre aux gens avec bienveillance de s'amuser chez vous, comme l'a bien présenté Ludo, mais en plus, votre empreinte carbone doit être nulle, vous devez embaucher des gens, vous devez permettre une réinsertion sociale, vous devez... enfin, on vous demande des choses à un niveau tel que je me pose la question, comment on va y arriver s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas un cadre d'action, s'il n'y a pas des ressources financières importantes investies pour ce faire. Ça n'arrivera pas tout seul avec l'action du Saint-Esprit. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je vous ramène à Paris, il y avait eu la campagne pour dire comment les chauffeurs de taxi devaient être des acteurs touristiques importants, devaient parler plusieurs langues, devaient être capables d'expliquer l'histoire, la géographie, l'architecture, etc. Et je me rappelle que le président de l'association, je ne sais pas quel syndicat, avait dit « Si nous avions toutes ces qualités-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'on serait chauffeur de taxi? » Il y a un peu la même chose. On a les mêmes artisans en tourisme partout et on leur demande d'avoir un niveau de compétence dans un domaine qui est accessoirement touristique. Et ça me pose donc la question. Oui, c'est un passage obligé. Oui, on va y arriver. Oui, il y aura une plus grande conscience, connaissance, volonté. Et on parlera tout à l'heure de la bienveillance, c'est chouette, mais je crois que personne volontairement soit malveillant. Et il se dit, moi, je vais être un opérateur touristique qui va bousiller la planète. Ça me motive le matin en me levant pour faire mon job. Non, ça n'existe pas. Malheureusement, on chante ça un peu comme on l'a fait tout à l'heure en disant, un nouveau monde, ça va être fantastique, le tourisme va être vecteur de connaissance de soi, connaissance de notre histoire. On va se retrouver, oui, mais ça n'arrivera pas si on ne donne pas les ressources pour ce faire. Alors oui, encore une fois, on doit le faire, de demander à de petites entreprises familiales d'y arriver seules, impossible. Moi, je suis un peu plus optimiste quand même que Paul, d'une part parce que dans les grands groupes, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une prise en considération de ces enjeux et donc des formations des gérants de chaque hôtel, chaque structure, même s'il y a des opérations qui sont effectivement avant tout à but marketing, il y a réellement une prise en considération. Il y a encore de nombreux progrès à faire, mais quand même, il y a des choses qui se passent. Et je trouve que dans les petits artisans que tu évoques, et notamment dans l'hébergement, on a quand même un grand mouvement avec des gens qui s'installent, des néo-ruraux par exemple, qui ont ces convictions-là, qui veulent les porter dans l'établissement qu'ils mettent en œuvre et qui veulent les communiquer aux clientèles qu'ils reçoivent, qui sont souvent des clientèles d'ores et déjà converties, mais qui reçoivent aussi des gens qui les ont découverts un peu par hasard et qui vont avoir cet argumentaire en fait quand ils reçoivent ces clientèles et qui vont le faire passer. On voit aujourd'hui de plus en plus de plateformes qui naissent à côté des grandes plateformes de réservation d'hébergement et qui mettent ce filtre en place. On peut en citer au moins 3 ou 4 là, qui en quelques mois sont nés et se développent ne serait-ce que sur la France. C'est quand même un signe d'un mouvement qui est en train de... Alors,
Je suis d'accord avec toi, Paul, et notamment pour tous ceux qui aujourd'hui ont déjà leur affaire, sont déjà en œuvre, et quand il y a des efforts, des investissements à poursuivre pour atteindre ce niveau d'exigence que l'on souhaite et que certaines clientèles souhaitent également, il va falloir les accompagner, il va falloir les aider d'un point de vue humain, pour des conseils, et puis d'un point de vue financier pour des investissements. Mais il y a quand même un mouvement qui est en train de se mettre en œuvre dans les grands groupes, parce que c'est une nécessité d'un point de vue communication, et dans des petits établissements, parce qu'on a des gens qui ont des convictions et qui veulent les mettre en place. Et alors, est-ce que cette offre plus responsable sera forcément plus chère? Est-ce que ça ne va pas exclure une partie, je dirais, des clients qui n'auront pas forcément les moyens d'aller dans ces lieux qui seront plus respectueux et qui mettront une politique environnementale forte, quoi? Pour celles qui doivent aujourd'hui s'adapter, il y a un investissement et qu'on doit généralement effectivement répercuter sur le coût. Et donc on a des clientèles, alors vous savez ce qu'on peut tout faire dire au sondage, et selon la façon de poser la question, ça peut être biaisé. On a des clientèles qui veulent consommer plus responsable, qui ne sont pas forcément prêtes à payer plus cher, et celles qui sont prêtes à le faire, effectivement, c'est plutôt le haut du panier de la clientèle. Par contre, sur des établissements qui se créent maintenant, et si on le prend en considération sur cette première en fait, phase de création, on n'a pas forcément des surcoûts démentiels. On a par contre une économie, une sobriété, et c'est peut-être aussi cette sobriété qu'il faut que certaines clientèles admettent. Des établissements qui se créent avec vraiment une volonté de décarboner leur établissement. Oui, vous avez moins de consommation électrique, vous avez moins peut-être d'outils et de confort sur certains aspects, et encore, ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Mais il faut parfois l'accepter, effectivement, pour pouvoir continuer à consommer au même prix une offre qui, elle, sera peut-être décarbonée. Alors Paul, vous avez parlé tout à l'heure de la bienveillance. C'est aussi un mouvement qui émerge, qui est très fort chez vous, ou vous pouvez nous en dire deux mots? Il émerge doucement. Et j'étais moi-même un chantre de la bienveillance. Mais je me suis mis à me poser la question, à l'opposé, qu'est-ce que serait la malveillance? Et Ludovic nous a présenté tout à l'heure quelque chose de fabuleux. Il a dit, nous aspirons, il a fait un papier magnifique sur la chose, nous aspirons à nous retrouver ensemble, à proximité. Il y a une aspiration naturelle et normale au bonheur, à la proximité, etc. Et j'ai de la difficulté à voir aucune forme de malveillance là-dedans. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'aucun visiteur se dit « je vais faire 3 heures de route pour aller foutre le bordel, encore une fois, pour faire chier les gens que je vais aller visiter ou pour détruire leur maison ». Je voyais hier l'exemple, encore une fois, d'un Airbnb, des gens, 35 000 € de dégâts. Bref, je suis convaincu que ces gens-là n'avaient pas planifié avant de partir de faire des dégâts. Et donc, je trouve que sous le thème bienveillance, il y a quelque chose de presque infantilisant. C'est-à-dire que nous allons accueillir avec bienveillance quelqu'un qui est un peu stupide. Voilà, on va lui expliquer un peu comment ça marche à la maison. Et avec 2 volets, soit bienveillant, c'est-à-dire viens par ici, on va t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça, ou une approche plus coercitive. On a vu ça en Italie, on l'a vu ici dans l'Est du Québec l'été dernier. On met le flic aux trousses des voyageurs en disant écoutez, vous allez avoir une contravention parce que vous êtes pas gentil. Or, je pense que, et Ludo, encore une fois, a bien dit, il y a des résidents, des citoyens, des habitants qui, avec raison, vivent les inconvénients du tourisme. La question est la suivante, il y a une médiation qui est nécessaire, et je pense que c'est le rôle du tourisme institutionnel, des offices de tourisme. Depuis des années, on explique comment l'accueil peut être délocalisé, comment on peut avoir des triporteurs, c'est fabuleux, fabuleux. Et pourtant, j'ai vu, moi, sur le territoire québécois rural, des hordes de touristes arriver et les gens demeuraient dans leur bureau d'information touristique, dans leur office de tourisme, surpris que personne aille les voir parce que ce ne sont pas des touristes. Les hyper locaux ne se percevaient pas comme des touristes, se percevaient comme des à la maison. Et après ça, le soir, on disait qu'est-ce qu'ils sont méchants, qu'est-ce qu'ils ne sont pas gentils, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas. Puis là, certains ont fait brûler du bois sur les berges. Il ne faut pas brûler le bois sur les berges. Je ne le savais pas, moi, jusqu'à l'an dernier, jusqu'à temps que je vois ça tous les bulletins du téléjournal, parce que ça favorise l'érosion. Bref, et au lieu d'aller à la rencontre, au lieu d'être bienveillant, au lieu d'être accueillant, le mot accueil, Ludo, tu l'as dit tout à l'heure, oubliez votre plan de com et soyez réellement bienveillant. Vouloir du bien des gens. Vouloir du bien des gens, ce n'est pas les considérer comme inférieurs, comme étant mal intentionnés, c'est les considérer comme
des gens que nous sommes heureux de voir. Moi, j'aime beaucoup aller, malheureusement, à cause de la COVID, je vais à l'abbaye de Saint-Benoît, les bénédictins qui reçoivent tout le monde, hein, sans poser de questions. Le père abbé vous lave les mains quand vous arrivez au premier repas, etc. Je trouve qu'il y a un message là-dedans. Ça, c'est de la bienveillance. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu es là et je suis heureux de te voir. C'est ça l'accueil, c'est ça le tourisme et c'est ça la bienveillance. Ah, c'est pas ça qui s'est passé. On le met dans les plans, on le met dans notre planification, dans notre marketing, on le met dans nos valeurs, etc. Ici au Québec, on dit à quel point nous sommes accueillants. C'est un des 3 piliers de la marque Québec. Bonjour Québec, maintenant qu'elle s'appelle. Tant mieux. Est-ce qu'on la met en application? Est-ce qu'on est réellement bienveillant? Est-ce qu'on fait tous les efforts nécessaires pour se faire? Je ne le crois pas. Et c'est mon message. Je suis le pessimiste de service ce matin. Et Brice va rebondir là-dessus. J'aime l'expression québécoise, rebondir. Oui, Stéphane, pour rebondir, comme vient de dire Paul, je pense qu'il y a une notion aussi importante, c'est que pendant très longtemps, on a séparé les différents types de personnes sur un territoire. C'est-à-dire qu'on a pensé le territoire pour celles et ceux qui venaient le visiter. Et on a l'impression que dans le fond, c'était un artefact, le touriste. C'est-à-dire quelqu'un qui vient s'imposer sur un territoire et qui, dans le fond, doit consommer des choses qui sont aussi artificielles que lui. Et je pense que la bienveillance, moi qui est un terme qui me questionne beaucoup, mais je ne vais pas en parler ce matin, Paul vient de le faire très bien. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est peut-être inverser la réflexion et dire que sur un territoire, finalement, celles et ceux qui viennent le visiter, celles et ceux qui l'habitent, doivent avoir accès aux mêmes services. Et je pense qu'on a trop longtemps pensé qu'il faut construire quelque chose pour des touristes. Mais non, les touristes qui viennent sur un territoire, ils veulent vivre, et on le sait bien, comme les habitants. Donc il y a sans doute des choses à tirer. Moi, il y a une expérience qui m'intéresse beaucoup, c'est à Copenhague, au Danemark. Et les touristes qui viennent à Copenhague sont considérés comme des Copenhaguois d'1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, etc. Ça veut dire qu'ils ont accès à l'ensemble des services. Et je pense qu'aujourd'hui, et puisqu'on s'adresse aussi dans le cadre de 2 journées organisées par une région, je pense que le rôle de la collectivité, quelle que soit son échelle, c'est de dire notre territoire doit être pensé pour l'ensemble de ses habitants, qu'ils soient temporaires ou qu'ils soient permanents. Et je pense que ça aussi, c'est une inversion. C'est-à-dire que un espace public, il est pratiqué par à la fois les habitants, mais aussi celles et ceux qui viennent le visiter. Et dans certaines villes françaises, on a pensé les espaces publics pour un type particulier. Par exemple, à Paris, on a mis des bancs pour les visiteurs et pas pour les habitants, et notamment les habitants qui sont immobiles, si vous replongez un tout petit peu dans ce que Anne Hidalgo a fait il y a quelques mois. Donc je pense que ça, c'est un élément central. Et puis le dernier petit point dont je voulais parler, pour rebondir aussi sur ce que Paul vient de dire, je pense qu'aujourd'hui, on est, en France en tout cas, dans une année qui va être importante, puisqu'il va y avoir des élections à la fois départementales et régionales. Donc de nouvelles ou d'anciennes majorités vont soit être conduites, soit être élues. Et donc, ça va être le moment de se poser les questions. Alors, il va y avoir la course frénétique des consultants pour avoir des marchés, pour assister les collectivités, un schéma régional du développement, du tourisme et des loisirs, d'autres à l'échelle des départements. Mais je pense qu'il faut que les collectivités aient une vraie stratégie et n'essayent pas de refaire ce qui se fait ailleurs, mais de bien comprendre les grandes tendances de leur territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aux élus de fixer des caps très précis. Donc, je sais qu'il y a une élue qui va prendre la parole après nous. Je pense que ça, c'est vraiment central parce que trop de choses ont été imposées, disons, par une vue extérieure d'un territoire. C'est-à-dire des consultants qui, dans le fond, imposaient leur vue à des élus qui n'avaient pas forcément une vision précise du tourisme qu'ils souhaitaient. Et je pense que, dans le fond, le rôle de l'élu aujourd'hui, moi j'en appelle à la responsabilité de l'élu, qui souvent un peu se défausse sur des consultants, sur des techniciens de collectivité, doivent penser à leur vision. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les projets politiques, le tourisme est souvent assimilé au développement territorial, au développement économique, à ce qu'on appelle grosso modo l'attractivité. L'attractivité, c'est exactement ce que Paul vient de dire, c'est-à-dire à la fois avoir une vision sans doute bienveillante, mais avoir une vision globale, j'oserais presque dire holistique du territoire, et d'offrir une gamme de prestations qui soient les mêmes pour l'ensemble des habitants, permanents ou temporaires. Alors Brice, dans les 4
4 ou 5 pistes que vous avez définies tout à l'heure pour la reprise. Vous n'avez pas parlé de la technologie. Alors, quelle peut être la place de la technologie pour vous? Alors, je vais vous faire une confidence. On est des esprits un peu, un peu, comment dirais-je, un peu ironiques et parfois des mauvais esprits avec Paul et puis Ludovic aussi parfois également. Moi, je suis souvent consterné par l'addiction à la technologie. C'est-à-dire que beaucoup de développement a été fait parce qu'on s'est dit la technologie est une finalité. Non, c'est une faute. La technologie n'est qu'un moyen. Regardez la question de l'innovation en tourisme. Je pense que Paul et Ludo ont beaucoup travaillé sur le sujet comme moi. Chaque territoire qui se voulait innovant en France a lancé son incubateur, sa plateforme d'innovation, etc., etc. C'est pas ça être innovant. L'innovation, c'est pas dire on va se gargariser de touristes. Non, c'est offrir des services qui sont à la mesure d'un territoire. C'est aller vers le qualitatif. Alors, bien sûr, la technologie permet d'accélérer un certain nombre de choses, mais si on est obnubilé par la technologie, on ne pose pas les bonnes questions au bon moment. Voilà. Et ça, c'est vraiment ma façon de répondre à cette question, parce que je pense que Ludo et Paul vont rebondir là-dessus. Mais vous savez, la technologie, c'est des moments d'innovation, mais l'innovation, c'est d'abord une invention qui trouve un marché. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut s'intéresser au marché avant de vraiment regarder uniquement le côté technologique. Parce que sinon, on se laisse gouverner par, si j'ose dire, des gens qui sont uniquement férus de développement technologique, mais derrière, c'est la question du service à rendre au client qui est absolument centrale dans cette question de la technologie, me semble-t-il. Dernier petit point, bien sûr, et on en reparlera sans doute tout à l'heure, la technologie permet d'améliorer l'expérience à rendre au client. Et je pense que derrière la technologie, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut rendre comme service, qu'est-ce qu'on veut raconter d'un territoire, qu'est-ce qu'on veut rendre comme nouveau service à des clients qui peuvent venir du monde entier, mais surtout, et vous l'avez compris parce qu'on en est convaincu avec Ludo et Paul, qui viennent d'un territoire de proximité. D'accord. Alors Ludovic, on a trop dépensé, il y a trop dans la technologie, il y a trop d'applications. Alors il y a aussi en Bretagne une expérience de mutualisation digitale. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors pour recontextualiser et revenir sur ce que disait Brice, moi je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que ça foisonne au niveau de la technologie. On en aura l'illustration mercredi avec les présentations de start-up et c'est évidemment très intéressant de se tenir au courant et probablement d'expérimenter certaines choses. Il faut bien les tester sur certains territoires pour voir quels services elles peuvent apporter, quels usages elles peuvent générer chez nos utilisateurs, chez nos clients. Mais c'est vrai qu'on a eu tendance à tous les niveaux, dans tout type de destination, à vouloir faire la course à l'armement et à être présent sur toutes les nouvelles plateformes, tous les nouveaux services, et une incitation très forte finalement à proposer tous ces services à nos clientèles qui aujourd'hui sont dans l'obligation quasiment de consommer et de télécharger 4 ou 5 applications s'ils veulent pouvoir visiter, écouter, découvrir en 3D, en réalité augmentée, en réalité virtuelle, avec un podcast. Enfin, voilà, à un moment, aucun consommateur ne va utiliser tous ces outils. On a sûrement beaucoup trop dépensé et sans mutualiser. Et c'est là où on est en région Bretagne. Il y a eu cette initiative lancée il y a déjà quelques années, Ibresse Connexion, qui effectivement avait pour objet de fournir une expérience globale après le séjour. Je vais pas revenir sur ces sujets-là, mais je crois que l'aspect le plus intéressant était probablement au niveau de la mutualisation. Mutualisation de ressources humaines pour développer un outil et avec mutualisation des investissements aussi. Et mutualisation évidemment des investissements. C'est vrai que ces sujets-là, comme tant d'autres, technologiques ou pas, comme le rappelait Brice, font la fortune de consultants ou de sociétés de services qui viennent les vendre et qui répondent souvent à un cahier des charges X fois dupliqué par des territoires tout au sein de la France, alors que généralement c'est à peu près le même pour le même besoin, les mêmes touristes et le même outil à l'arrivée qui est choisi. Donc il faut qu'on mutualise tout ça. Il faut peut-être qu'on estime que certains territoires, certaines couches territoriales n'ont pas forcément besoin de développer une présence sur telle ou telle plateforme ou de proposer tel ou tel outil. Il y a besoin de rationalisation clairement. Et puis on voit que ce qui fonctionne chez nos clients dans leurs usages, d'un point de vue technologique, c'est quand elle est rendue transparente. On peut imaginer des choses qui sont magiques sur le papier quand on les utilise une fois, mais qui derrière sont trop complexes. On le voit là aussi, la crise a accéléré finalement une formation numérique de la part des habitants.
On va pas revenir sur la visioconférence, mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même un petit peu plus ancré dans les usages et tout le monde commence à utiliser la visio d'un point de vue perso ou pro. On l'a vu sur la technologie sans contact, où ça faisait déjà quelques années que les banques nous poussaient, que les commerçants commençaient de s'équiper. Là, il y a une accélération énorme et cette technologie-là, qui est transparente, très simple d'usage, elle est rentrée vraiment dans les mœurs. Et je pense que nous, dans le tourisme, c'est la question qu'on doit se poser. Je trouve qu'on investit beaucoup sur des outils qui sont encore complexes d'utilisation, qui coûtent très cher. C'est bien d'avoir les moyens de les tester, d'essayer, d'avoir des laboratoires, mais avant de les développer partout. Qu'il faut upgrader tout le temps en plus. Donc, oui, voilà. Et puis c'est ça aussi. Alors on sait bien que les gens aujourd'hui ne se déplacent pas sans leur smartphone, ont envie d'être connectés et en même temps déconnectés. Ça nous renvoie à tous ces paradoxes qui existent chez nos visiteurs. On en parlait sur le développement durable. Il faut redonner une place au hasard, vous disiez en aparté tout à l'heure. Oui, il y a même des applications aujourd'hui justement qui vous incitent à voyager ou à vous déplacer un petit peu au hasard. C'est là aussi extrêmement paradoxal, mais c'est vrai que généralement l'anecdote qu'on raconte quand on rentre d'un séjour ou de vacances, c'est la rencontre un peu fortuite, c'est un événement qui s'est produit qu'on n'a pas prévu et elle est souvent humaine. Elle n'est pas liée à un paysage ou à une prestation extraordinaire dans laquelle on a séjourné. C'est avant tout cette rencontre, qu'elle soit à 10 km de chez soi avec le fromager du coin qui est juste la grande gueule du territoire et qui est génial, ou à l'autre bout du monde, au détour d'une route ou d'un pneu crevé avec quelqu'un qui est venu nous dépanner. C'est ça qu'on retient finalement de ce voyage et rarement l'outil génial qu'on a pu utiliser pour voir le territoire en 3D ou une reconstitution de je ne sais quoi. Ça peut avoir un intérêt, effectivement, mais encore une fois, on dépense beaucoup sur la promotion, on dépense beaucoup dans ces outils technologiques, on ne dépense pas assez dans l'accueil. On peut écrire qu'on va proposer des expériences bienveillantes, résilientes et durables, et on aura coché toutes les cases avec ces 4 mots tarte à la crème que personnellement je ne peux plus voir et prononcer sans avoir de l'urticaire, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup dans le dire, assez peu dans le faire. Et donc, on va peut-être avoir besoin de se poser un peu, de faire le tri dans tous ces outils, promotion, outils technologiques, pourquoi on les utilise, vis-à-vis de quelle clientèle, à quel moment du séjour, et puis une fois sur place, et comment on accompagne. Aujourd'hui, c'était quand même le sujet de cette dernière année, comment on accompagne nos professionnels, en grande difficulté financière pour certains, en grande difficulté pour réadapter leur offre vis-à-vis de nouvelles clientèles pour d'autres. Mais je crois qu'on a un rôle dans l'institutionnel qui est très important là-dessus, accompagner financièrement, mais humainement, sur des conseils et sur des ressources qui sont très importantes. Merci. Paul, vous m'entendez ? Toujours. Ok, super. Votre avis sur la technologie, alors est-ce qu'on a placé trop d'attentes dans la technologie et quelle peut être sa place demain ? Enfin, il faut, là c'est moi qui va être l'optimiste de service, il faut regarder le chemin parcouru. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, comme on disait, l'importance, l'Internet de séjour, que les agitateurs ont inventé le concept et tout. Comment on n'imaginait pas que le roaming serait disponible. La technologie est partout, elle a été grandement adoptée surtout, et par les prestataires et par les visiteurs. Comment il est possible de se déplacer sur un territoire, comment le smartphone nous permet de trouver. Donc oui, la technologie, elle est là, elle s'est intégrée, probablement pas aussi rapidement qu'on le souhaitait. Maintenant, avec raison, et je regarde ce que fait la région Bretagne et tout le travail qui est fait par Stéphane Sevos, que je salue du même coup. Je pense qu'il y a une certaine forme d'intelligence. Il y a eu une course à la surenchère, à l'expérimentation. Nous, MTLab, qui est, comment dire, le cousin du Welcome City Lab, que Brice connaît très bien, de Paris, qui a été l'exemple pour tous. On était dans une logique d'incubation, donc une logique de trouver des nouvelles technologies, des nouveaux usages, et se pose la question comment elles pourraient arriver en tourisme. Et quelques années plus tard, on découvre que c'est peut-être un peu limité, ce modèle-là. Et c'était un peu acheter un billet de loterie, de se dire est-ce que la technologie, une fois qu'on a fait ce qu'on appelle le fit to market, pourra se développer au-delà d'un prototype, etc. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Ludo de dire que c'était une approche
Enfin, c'était mieux que rien, mais je pense qu'elle montre également ses limites. Désormais, la question est la suivante, de dire comment effectivement les outils technologiques qui sont de plus en plus démocratisés, démocratiques et accessibles, comment ils peuvent effectivement fluidifier le parcours d'un voyageur sur un territoire. Et ça, je pense qu'on le comprend mieux. Je pense également qu'il y a une espèce de rencontre entre un écosystème touristique, un écosystème de l'innovation, un écosystème financier et un écosystème politico-administratif qui se fait. Et à mon avis, c'est cette prémisse-là, cette réalité nouvelle est très, très, très porteuse. Ou plutôt, et vous savez, hein, peut-être que vous avez ça, on a ça ici au Québec, une adaptation d'une émission où il y a l'œil du dragon, Dragon's Den, et où on glorifie les startups. Hein, c'est un peu comme La Voix, hein, tout d'un coup. On s'imagine qu'en quelques mois, on va devenir milliardaire en créant une solution. Puis on a eu ces discussions-là dans les 5 dernières années, encore une fois, aux rencontres Jeux Tourisme à Pau. Et je pense désormais qu'il y a une espèce de maturité où on sait que démarrer une solution innovante, c'est de l'investissement, c'est du temps. Et les 4 écosystèmes que je parlais tout à l'heure doivent se rencontrer. Et on y arrive doucement et lentement. Ça, c'est la bonne nouvelle, je crois. Et donc, la technologie n'est pas, Brice l'a très bien dit, n'est pas une finalité en soi, heureusement. Elle permet de faciliter des trucs qui, autrement, seraient difficilement reproductibles, tant mieux. Elle se démocratise également. Donc, l'idée n'est pas de, encore une fois, d'imaginer la techno comme étant une réponse à tout, mais comme étant un écosystème, encore une fois, qui doit s'intégrer au tourisme dans une dynamique ou en plus, avec quelques enjeux où d'autres filières économiques attirent les talents et les innovations. Et il faut rappeler que le tourisme a quelque chose de magnifique et de merveilleux. Et voilà. Alors oui, la techno, oui, il faut continuer. Oui, il faut la rendre humaine, mais pas en opposition parce que c'est techno, c'est pas humain, etc. Et toutes les notions d'accueil dont on a parlé tout à l'heure, elles peuvent trouver effectivement des solutions facilitantes via la techno. Stéphane, peut-être une petite idée qui me vient à l'esprit la suite au propos de Paul. Paul a dit tout à l'heure à juste raison que le tourisme, c'est principalement des toutes petites entreprises. Hein. C'est 300 000 entreprises, 1,5 million d'emplois en France, donc ça fait en moyenne 5 emplois par entreprise. Donc on est vraiment dans la TPE. L'un des enjeux de la technologie, c'est aussi la formation des gens, des salariés ou des entrepreneurs à l'usage de la technologie, parce qu'il y a tellement eu une abondance de créativité qu'il y a une confusion et il y a une incapacité à bien comprendre, à bien hiérarchiser, à bien identifier l'apport de ces technologies au bon fonctionnement, à la bonne marche des entreprises. Et puis, dernier petit point aussi, on arrive à une certaine forme de schizophrénie quand on parle de technologie, puisque pour beaucoup d'entreprises, la technologie, c'est le renforcement de la dépendance aux grandes plateformes de réservation. Donc, ce qui fait que, dans le fond, il y a une triple lecture de la technologie qui est imposée par les plateformes, il y a la technologie qui apporte des usages par des petites startups qui ont des solutions sur un certain nombre de parties de segments de la chaîne de valeur touristique. Et puis, le troisième enjeu, moi, il me semble, c'est essayer de bien identifier la technologie comme un facteur d'accélération du parcours et d'amélioration de la fluidification du parcours client. Je crois que ça, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de la technologie dans le tourisme. Ludovic, vous vouliez rebondir aussi? Oui, aussi, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais c'est que ces outils, la technologie, notre promotion, l'information, se nourrissent aussi de contenu. Et aujourd'hui, on est encore relativement faible sur les contenus. On a des touristes, des habitants qui vont s'informer essentiellement, comme le rappelait à l'instant Brice, sur des plateformes nord-américaines, TripAdvisor, Google, Facebook, enfin tous les avis qui peuvent être posés en ligne. On a souvent une grande faiblesse de l'iconographie d'un territoire, et notamment de ses prestations. Le nombre de prestataires qui ont un fonds photographique qui est catastrophique. Ce n'est pas pour rien qu'Airbnb payait des photographes pour aller prendre en photo à l'origine. Et c'est ce qui a fait décaler effectivement la plateforme notamment. Et je crois que c'est du rôle des collectivités publiques, des offices de tourisme, de l'ensemble des structures institutionnelles d'accompagner aujourd'hui les prestataires pour
pour mieux se vendre, pour mieux écrire leur histoire, pour mieux raconter ce qu'ils font, que ce soit pour les touristes ou les habitants, hein, encore une fois, parce que je pense qu'aujourd'hui, on manque de ces contenus-là pour bien alimenter tous les outils dans lesquels on a investi et qui sont parfois relativement faibles en matière de descriptif, en matière de photographie, de vidéo. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis depuis quelques temps sur ces sujets-là, mais on a encore vraiment de l'investissement à faire en termes de formation, comme le rappelait Brice, et en termes d'accompagnement tout simplement. Alors, il y a un autre terme dont on parle beaucoup qui est l'expérience, terme qui est parfois un peu galvaudé. Tout le monde fait de l'expérience aujourd'hui, les destinations, les musées, les hôteliers aussi parlent de proposer une expérience à leurs clients. Brice, je voulais savoir un peu comment les pistes que vous avez évoquées tout à l'heure peuvent s'intégrer dans une expérience en fait. Moi, je crois que le principal enjeu, c'est une expérience client dite intégrée. Je pense qu'il y a des petits segments d'expérience qui s'additionnent les unes aux autres. Et franchement, on arrive à une illisibilité, une incompréhension de ce qu'on offre sur un territoire à un visiteur, et que le visiteur soit domestique ou extérieur. Je pense que l'enjeu aujourd'hui clairement posé, c'est l'intégration d'une expérience et le lien avec le parcours client. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le véritable enjeu. Vous savez, Paul et Ludovic et moi, on fait la tournée, sauf Paul depuis 1 an, le pauvre qui n'arrive plus à franchir l'Atlantique alors que c'était finalement son 2e bureau. Mais dans le fond, quand on fait la tournée des territoires en France, on se dit que les outils de promotion sont les mêmes. Chaque territoire se pense unique, alors que c'est totalement faux. Les baselines marketing de chaque territoire, c'est toujours la même chose depuis des années et des années. C'est-à-dire que se différencier autour de ça, du marketing, c'est totalement illusoire. Se différencier autour de l'innovation. Chaque élu qui se voulait totalement dans l'air du temps se réclamait à être un élu innovant. C'est le cas dans tous les territoires. Je pense que la véritable question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on offre aux clients. C'est-à-dire cette expérience et la question de ce parcours client qui ne supporte pas, et ça c'est un vrai enjeu je pense, ce qu'on appelle les ruptures de charge. Donc il y a des questions autour des mobilités, des questions autour de la qualité de l'hébergement. Donc c'est-à-dire aujourd'hui la vraie expérience, c'est prendre en compte les enjeux dont on a parlé depuis quelques minutes avec Paul et Ludovic, mais également être capable d'offrir des services en continu sur l'ensemble d'un territoire. Je crois que c'est ça la véritable expérience. Et considérer que les métropoles ou les grands sites de visite ne sont que des portes d'entrée d'un territoire. En Bretagne, vous avez une chance formidable, vous avez des super portes d'entrée. Alors après, je ne dirais pas si le Mont-Saint-Michel est sur le territoire breton ou en Normandie, je n'oserais pas m'exprimer sur le sujet. Mais bien sûr, c'est une porte d'entrée géniale pour le territoire. Et ça permet vraiment d'envisager cette expérience dont on parle tant, qui, comme Ludovic, moi, commence à m'insupporter, puisqu'on l'entend tellement depuis marketing expérientiel, etc. Et dans le fond, je crois que la vraie chance de votre territoire en Bretagne, c'est d'avoir ces portes d'entrée multiples et surtout cette capacité à mobiliser les citoyens et les acteurs pour offrir des prestations sur mesure. Et alors, dans quelques années, il y aura peut-être une nouvelle porte d'entrée avec la ville de Nantes, on ne sait pas encore, mais on pourra en rediscuter à ce moment-là. Oui, mais je crois qu'il y a un élément qui est très très fort aussi sur cette région, c'est l'identité. Et sur cette identité, je crois que tout le monde dans le milieu qui travaille sur le tourisme peut s'y retrouver et développer une expérience qui s'y rapporte. Alors, parfois pour s'en éloigner, au contraire, et se différencier, ou au contraire pour s'en imprégner totalement et s'y immerger son visiteur. Mais ce que disait Brice tout à l'heure sur la responsabilité, notamment des élus, et on en profite que vous nous ayez rejoints après de votre intervention tout à l'heure, on se rend compte que sur ces ruptures de charge qu'évoque Brice, il y a effectivement une responsabilité de la part des collectivités territoriales aux différents niveaux, notamment sur les mobilités, dont on sait très bien qu'aujourd'hui, elles sont souvent une de ces ruptures des charges et un des irritants qui vont faire que j'arrive dans mon hôtel ou dans ma chambre d'hôte agacé, énervé parce que ça s'est mal passé, et le pauvre prestataire n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Mais en tout cas, travailler tous ensemble sur ce parcours global client, faire en sorte qu'il puisse être un minimum homogène, qu'on y retrouve les éléments que vous voulez mettre en avant. Et c'est vrai que la Bretagne a cette chance d'avoir des éléments caractéristiques, différenciants et qui sont attractifs
pour les visiteurs, sur lesquels on peut miser et dont les habitants sont fiers. Ce qui n'est pas toujours le cas de régions qui ont une vraie identité, mais où parfois on n'est pas très fier de soi. On en connaît des régions en France comme ça. Ce n'est pas le cas ici. Donc c'est vrai qu'il y a des atouts qui sont extraordinaires. Et il ne reste plus finalement qu'à mettre tout ça en œuvre et faire en sorte que tout le monde se retrouve derrière. Et je crois que quand on parle des 4 piliers, notamment sur lesquels vous vous fondez, et qui sont les 4 piliers sur lesquels vont se dérouler les 25 et quelques conférences, on est bien sur ces sujets-là. La question de l'identité, la question de la gestion des flux, la question des mobilités qui est hyper importante, et comment la technologie peut nous aider à le rendre plus fluide, plus transparent, plus évident, certainement pas en ajoutant une surenchère d'outils et de technologies, mais au contraire en simplifiant justement ces parcours-là. Paul, vous m'entendez? Votre avis sur l'expérience, est-ce que ce n'est pas juste de la communication marketing pour attirer les clients? Absolument pas. Vous savez, j'enseigne actuellement pendant 45 heures le positionnement et la mise en valeur des expériences et des destinations touristiques. De pauvres étudiants qui me subissent semaine après semaine sur Zoom comme ça. Et c'est la première lecture que j'oblige mes étudiants à faire, c'est un cahier espace d'il y a 4 ou 5 ans où on disait le tourisme expérientiel, finalement, n'a-t-il toujours pas été expérientiel? Et effectivement, sans surprise, et nos amis Grégory Guzzo et notre ami Gold Auguet aussi faisaient la tournée des territoires français ou d'outre-mer pour nous parler de l'expérience. Alors, je suis convaincu qu'il y a une logique, il y a une lecture et un travail expérientiel qui peut être fait. Et c'est un travail de fond, c'est un travail qui mérite et qui exige de la planification, de la réflexion, des études, une compréhension. Et ce que je constate, c'est pour la majorité des territoires, des destinations, on ne fait pas. Et on limite ce que faisait le Place Marketing Forum, également nos amis de la chaire en attractivité territoriale, c'est-à-dire à quel point on n'utilise que le vocabulaire expérientiel. On va faire un logo, un site Internet, une signature qui ne signifie rien. On va inventer un ADN qui n'existe pas et qui va changer à chaque fois qu'on va changer de boîte de communication. Alors oui, il est possible de faire un tourisme expérientiel. Je pense effectivement que des territoires avec de fortes identités, comme la Bretagne, et je suis entièrement d'accord avec les propos de Ludo, vous partez avec une immense longueur d'avance. Le danger est le suivant, effectivement, c'est de prendre néanmoins des raccourcis et puisque l'ADN, hein, comme l'ADN humain, ne change pas de semaine en semaine, de mois en mois. C'est fixe dans le temps. Et cet ADN-là, également, je pense que c'est Brice qui nous disait, il y a 150 ans, était la même, et elle sera la même dans 150 ans. Alors, à plus forte raison, oui, la Bretagne a une possibilité de faire une approche expérientielle. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit comme on parlait de greenwashing, que ce soit de l'expérience washing non plus. Et ça doit être fondé dans quelque chose où à la fois le résident, l'élu, tous les gens doivent retrouver les mêmes valeurs, les mêmes signaux, les mêmes référents. Ceux-là doivent être fixes dans le temps, doivent se décliner sur le territoire et ça ne peut pas juste être de la com. Alors moi, je suis un ardent défenseur et je pense également, Ludo l'a bien dit tout à l'heure, le problème est le suivant, c'est-à-dire qu'on a voulu développer le tourisme partout de la même façon. Dans ma thèse de doctorat, je m'étais intéressé à la théorie des conventions du sociologue, mon Dieu, j'ai oublié son... Gomez. Oh, je crois que c'est Gomez. C'est gênant de l'avoir oublié après avoir subi tant souffert, qui parlait du mimétisme organisationnel. Donc, à quel point, en milieu de travail, nous validons ce que nous faisons en observant ce qui est attendu de nous par les pairs. Et donc, logiquement, et on parlait des grands groupes aussi tout à l'heure, on va regarder si Accor fait tel truc, théoriquement, il faudrait le faire. Si Accor investit de l'argent dans telle machin chose parce que c'est bon pour sa clientèle, ça doit être bon pour la mienne. Alors, de la même façon, beaucoup de territoires se disent que le voisin, il fait quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans le territoire à côté? Ils ont investi tant dans tel truc, je vais faire la même chose parce que je pense que c'est la chose à faire. Or, tout le monde ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas, heureusement ou malheureusement, des conseillers, des consultants font profession de répéter le même plan d'une région à l'autre et ça ne peut pas fonctionner. Donc, oui, l'expérientiel, oui, la capacité de la Bretagne de le faire, oui, parce qu'il y a quelque chose de profondément authentique, réel qui existe, qui est connu
que je connais très bien ici, de ce côté de l'Atlantique. Alors, tant mieux, c'est possible, mais il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de raccourci. Il y a pas, on est toujours à la recherche de la solution facile et gratuite. Elle n'existera pas. Alors, si la Bretagne se lance là-dedans, et elle le fait déjà, à vrai dire, c'est un travail de fond et de constance. Merci Paul. Alors avant de passer la parole à Madame la vice-présidente, nous allons voir s'il y a des questions pour vous, pour nos invités. Alors, peut-on avoir un tourisme qualitatif et abordable? Une question qui s'adresse à tous nos intervenants. Le qualitatif ne s'entend pas uniquement au sens du montant qu'on va y investir. Et je pense qu'on peut avoir un tourisme extrêmement qualitatif en étant dans une cabane au fin fond d'une forêt sans le moindre confort. Les cabanes coûtent de plus en plus cher malgré tout maintenant. Donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais surtout si elles sont très écologiques. Mais qu'est-ce qu'on entend par déjà qualitatif? Qualitatif, est-ce que c'est le bon moment que je passe avec mes ados que j'ai réussi encore une dernière année à traîner en vacances avec moi et on passe un super moment? Et qu'est-ce que j'ai besoin? En fait, de quoi j'ai besoin pour passer ce super moment? Alors eux vont répondre du Wi-Fi. Moi, je dirais peut-être le contraire, mais je ne crois pas que ce soit une question de moyens, finalement. C'est surtout ce qu'on va nous permettre d'y faire, d'y découvrir. Peut-être rien y découvrir parce qu'on veut seulement être entre nous pendant un moment, ou peut-être au contraire découvrir des choses extraordinaires et échanger entre nous là-dessus. Mais le tourisme qualitatif, mon point de vue, est absolument pas lié au panier moyen qu'on va devoir y mettre. D'accord. Brice, Paul, est-ce qu'il y a un avis sur cette question? J'enfonce des portes ouvertes probablement, donc Brice et Paul vont être plus incisifs, je pense. Non, mais Ludovic, d'abord, tu le fais très bien, donc c'est formidable. Non, c'est moi qui ai introduit l'idée du sortons de la culture quantitative et allons vers le qualitatif. On en est, je pense, tous intimement convaincus. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ça veut dire qu'en dehors du coût, il faut avoir des offres qui sont ultra personnalisées, c'est-à-dire aller vers la personnalisation de l'offre. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose que d'un certain nombre de segments de la chaîne de valeur touristique offre déjà, je pense notamment à l'hébergement ou autres, qui sont déjà très axés autour de cette question de l'ultra-personnalisation. Et l'ultra-personnalisation, ben bien sûr, qualitativement, il va y avoir des clients qui ont un pouvoir d'achat élevé, donc il y aura des offres qui seront proportionnelles. Mais à côté, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'élever les tarifs pour tous les types de prestations. Loin s'en faut. Ludovic vient de donner un exemple avec les enfants ou les adolescents. Je pense que ce sont des éléments clés pour réfléchir à une offre. L'ultra-personnalisation, c'est aller vers la qualité de l'offre. Et je pense que là, c'est vraiment la fin de l'ère du quantitatif. C'est ce qui nous a gouverné pendant des décennies, et y compris d'ailleurs en termes statistiques, puisqu'on a fondé toutes les politiques publiques du tourisme en France sur cette notion de quantitatif, alors que tout le monde sait que les données statistiques étaient viciées dès le départ. Donc ça veut dire qu'il y a un élément, je parlais tout à l'heure de schizophrénie, mais y compris là-dedans, dans les aides à la décision politique, on prenait des décisions qui n'étaient fondées que sur une partie quasiment faussée d'éléments statistiques. Mais moi, je suis intimement convaincu que le tourisme qualitatif, oui, est possible et oui, est compatible avec une question de coût raisonnable. Ok, merci. Je ne sais pas si Paul veut intervenir, sinon on aura une deuxième question. Oui, peut-être. Okay, vous savez, cette vision quantitative, qualitative, elle porte une espèce de fantasme des territoires qui s'imaginent qu'il y a des robinets à touristes, hein, et qu'on peut l'ouvrir un peu plus, un peu moins, puis ben, celui-là, il serait un peu mieux, hein, lui, il serait de meilleure qualité que l'autre, alors qu'on n'a aucun mécanisme pour choisir qui vient sur le territoire. Et paradoxalement, je parlais tout à l'heure en tout début des goulots d'étranglement naturels de régulation que sont l'offre hôtelière, les marchands et disponibilité. L'autre outil que nous avons, paradoxalement, est celui du prix. On est capable de réduire la capacité de charge du territoire en montant les prix. Or, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ce petit paradoxe-là. Il faut accepter le fait qu'on n'a aucun contrôle. Et 2020 nous a démontré que ce ne sont pas les territoires qui ont fait le plus de marketing et de communication qui ont eu le plus de visiteurs, bien au contraire. Quels sont les territoires qui ont eu le plus de visiteurs? Ceux qui étaient de proximité et qui étaient attrayants, je dirais, de façon historique. La Bretagne chez vous, le Pays basque, par exemple, etc., qui ont été envahis, comme nous, l'Est du Québec, la Gaspésie, la région de Charlevoix, ont été envahis.
Non pas parce qu'il y avait, encore une fois, une question de com, mais essentiellement parce qu'il y avait une qualité perçue, une ADN, une imagerie historique, donc dans l'imaginaire d'espace et de grands espaces et de faible densité de population qui a fonctionné. Donc, à la question du tourisme qualitatif, le visiteur n'a pas besoin de nous, les institutionnels. Il sait très bien où aller et pourquoi il y va. Et c'est donc apprendre à canaliser ces envies-là qui existent sans nous, encore une fois. Donc, le tourisme qualitatif, on peut le dire, puis je suis d'accord avec toi, Brice, il faut, comment dire, améliorer, rendre plus fines encore nos approches, mais la réalité est que nous n'avons que peu de leviers pour changer la fréquentation d'un territoire, très, 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 très peu. Et s'il n'y a pas une mise en commun, une espèce de mutualisation et de conscience, on peut très bien dire que j'ai entendu des gens sur des territoires français dire « Ah, ben, il y a trop de Chinois ». Il y avait une forme de presque, je dirais, de racisme latent derrière ça, de dire « Ah, ben, ils ne sont pas assez gentils pour nous, ou assez ceci ou cela ». On dirait ça des Russes ou des autres, il y a toujours des visiteurs, mais la réalité est qu'en même temps, ben, ils représentent une dépense sur le territoire et personne ne voudrait s'en passer. Bref, je lance un immense pavé, mais la question du qualitatif, elle est un peu naïve tant qu'on ne développera pas minimalement des outils, encore une fois, d'approche et de régulation sur le territoire. Et ces outils-là sont peu nombreux actuellement. Très rapidement, mais dans la qualité, il y a aussi les prestataires. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prestataires qui se décarcassent vraiment. Alors, évidemment, parce que la clientèle peut être parfois rare dans certains secteurs, mais qui font un effort. Moi, j'ai eu le cas récent là, d'un prestataire d'hébergement, un gîte, qui reçoit 10 personnes le temps d'un week-end, qui propose, en plus, elle ne le faisait pas avant, des repas complets à 12 €. Gîte à la ferme, enfin une prestation en disant vous venez le temps d'un week-end, vous n'allez pas vous casser les pieds à aller faire des courses, moi je vous fais les repas. Il y a un truc, mais juste comme on n'en voit plus maintenant, à un tarif de 12 €. Et on voit bien que des services additionnels comme ça, aujourd'hui, bah, c'est ce qui va fidéliser les clientèles, c'est ce qui va leur donner envie de continuer de partir comme ça. Et je crois que nos prestataires vraiment se sont rendus compte que il y avait besoin de ces petits plus. Alors le sanitaire est important, mais tous les petits plus qu'on va ajouter, c'est important. Alors, merci. Alors, autre question. La relance pour un tourisme plus responsable et durable passera par une mutualisation des actions entre les privés et les institutionnels. Mais comment arriver à ouvrir toutes les frontières sur un même territoire pour trouver une vraie complémentarité? Vous avez 4 heures? Il ne nous reste plus beaucoup de temps en plus. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut se lancer? On parle beaucoup de la gouvernance, c'est un sujet voilà, aussi qui revient tout le temps. Et c'est vrai que c'est un vrai souci aujourd'hui de voir qu'on peut avoir de grands acteurs privés qui sont essentiels dans la vie touristique d'un territoire et qui ne sont absolument pas partie prenante parce qu'ils ne sont pas conviés ou parce qu'ils ne veulent pas participer aux décisions institutionnelles du territoire. Alors aujourd'hui, on essaye d'avoir une ouverture de plus en plus vaste, il faut probablement l'accélérer. Je pense que Madame la vice-présidente pourrait nous en parler au niveau du CRT Bretagne, mais convier des grands acteurs, avoir une représentativité des petits acteurs privés et réussir finalement, globalement, à mettre en place des politiques qui sont intéressantes pour tout le monde, le citoyen, les acteurs privés du tourisme, petits et gros, c'est ce dont tout le monde rêve. On voit que c'est dur, très dur à mettre en œuvre. Au niveau national, ça ne fonctionne pas. Et au niveau local, on a encore du mal à faire en sorte que les prestataires participent réellement à la décision institutionnelle et s'investissent, hormis ceux qui en ont l'habitude parfois. Alors, autre question. Pour mieux valoriser l'offre des territoires, doivent-ils forcément s'associer avec les grandes plateformes de commercialisation comme Airbnb ou Booking? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Paul, peut-être? On n'a pas le choix. Hein? On n'a pas le choix. Elle contrôle le marché. Et c'est intéressant parce que la crise, nous, a fait apparaître, vous savez, Uber a pris le contrôle nord-américain maintenant de la livraison des repas. Et les restaurateurs canadiens pleurent cette nouvelle réalité. Or, je me dis, c'est assez incroyable parce que les restaurateurs n'ont plus à faire leur propre marketing, à trouver leur propre livreur, avoir leur propre flotte de bagnoles pour faire la livraison. Donc, ça, c'est très nord-américain, vous allez me dire. Et ils demeurent des incontournables. Et tant qu'on n'aura pas d'outils, de plateformes équivalentes
ça ne fonctionnera pas. Et l'enjeu, le suivant, c'est que les plateformes, la Ville de Québec avait essayé la chose, une plateforme de réservation pour l'hôtellerie québécoise de la Ville de Québec. Hein, voilà. Et je disais, une plateforme monodestination, monoproduit, seulement des chambres d'hôtel, dont la seule valeur ajoutée est pour l'hôtelier de payer peu de commission. Ce n'était pas un bon modèle d'affaires, ils ont perdu beaucoup de fric. Et donc, l'intelligence de ces plateformes-là est d'offrir des standards. Ludo parlait de la qualité du contenu qui était mis à l'intérieur, un développement en expérience utilisateur d'un niveau. Donc, il faut s'en inspirer. On ne peut pas s'en détacher sans perdre pour beaucoup d'opérateurs une portion importante de leur marché. Alors oui, peut-être qu'un projet national est inventé, peut-être qu'il y en a un, mais au moment où on se parle, j'entends beaucoup de gens énoncer ce besoin ou cette nécessité, mais je vois peu d'efforts structurés avec, encore une fois, des investissements en millions nécessaires pour aller faire une concurrence. Alors, il me semblait que la question portait sur est-ce que l'institutionnel doit travailler avec ces plateformes ? Pour les acteurs privés, je pense qu'effectivement, ça leur apporte une visibilité, une clientèle qu'ils ne peuvent pas toucher tout seuls. La question, c'est comment le conserver à un niveau suffisamment raisonnable pour ne pas être pieds et poings liés, entre guillemets. Si 80% de votre chiffre d'affaires dépend de Booking ou Airbnb, vous êtes dépendant de leurs décisions. Si vous en avez 15 à 20%, ça va bien. Donc je pense que le rôle de l'institutionnel, parce que la question se pose, s'est posée et certains Nord-Américains y ont répondu, et même quelques Français, est-ce que finalement je ne mets pas le moteur de Booking et d'Airbnb sur mon site et je récupère même une part de la com, ce que propose Booking aujourd'hui. Alors, on peut se poser, et là il y a un choix, on a le choix et c'est un choix politique que doivent porter les élus en concertation avec les acteurs privés. Beaucoup ne veulent pas que l'institutionnel investisse et mette à disposition les outils dans lesquels ils ont investi pour rapporter encore plus de commissions à ces grandes multinationales nord-américaines. On a par contre un rôle au niveau de l'institutionnel probablement à accompagner justement nos prestataires à mieux se vendre eux-mêmes, à être en capacité de fidéliser la clientèle qui vient, à être en capacité d'avoir une politique de pricing qui soit, une politique tarifaire qui soit claire pour les gens qui vont réserver. Aujourd'hui, c'est inacceptable qu'un hôtel soit moins cher sur Booking qu'en direct sur son site. Ça veut dire que le gérant probablement ne sait pas comment gérer ça correctement. Il a besoin d'être accompagné. Brice en parlait tout à l'heure. Donc il y a sûrement un gros accompagnement pour permettre aux prestataires de mieux se vendre en direct et d'être moins dépendants de ces plateformes. Malgré tout, ils sont incontournables, même s'ils ont subi le contre-coup. On a vu qu'ils continuent d'investir. Ils ont licencié, ils ont mis 2 milliards de moins en termes de publicité sur Google, mais ne vous inquiétez pas, ils seront de nouveau là. Alors le temps file malheureusement, et il y a peut-être d'autres questions. On essaiera d'y répondre au cours de ces 2 jours, puisque vous revenez sur d'autres tables rondes. Madame la vice-présidente, je vous donne la parole, et pour savoir un peu quel a été votre avis sur ces débats et ce que fait la région Bretagne donc, par rapport au schéma régional. Oui, je remercie les intervenants. Merci beaucoup pour cet éclairage local et international. Alors c'est vrai qu'on a vu plein de choses ce matin dans cette conférence d'ouverture. On a parlé d'innovation, on a parlé de technologie, on a parlé de positionnement, de marketing. Enfin, c'est extrêmement riche. D'expérience. D'expérience, bien sûr, et nous y sommes très attachés. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, la Bretagne et les élus en Bretagne, en tout cas avec le président, on essaye de prendre notre part dans les stratégies, dans les réflexions, dans la vision. C'est extrêmement important. On défend notre ADN. Notre ADN, c'est d'abord la simplicité, l'authenticité, l'ouverture à tous. Ça, c'est important que tout le monde puisse faire du tourisme en Bretagne, que ce soit les gens les plus aisés ou ceux qui sont plus en fragilité. Et ce que nous construisons, c'est un tourisme avec la population. Nous mettons en premier lieu, les Bretons au centre de nos préoccupations. Il ne faut absolument pas qu'on détériore notre territoire, donc ça c'est important, que nous le préservions. Je vous donne un exemple, notamment sur la politique nautique. Évidemment, nous sommes la première région nautique en France avec 2700 km de côte. Il n'est pas question de mettre uniquement des touristes sur l'eau, mais évidemment des Bretonnes et des Bretons et les former à la maritimité. Donc déjà, ça, c'est important. On a vu la Bretagne qui a été plutôt en tête de tableau cet été par rapport aux destinations. Pourquoi ? On l'a dit, parce que il y a eu une volonté de retrouver du sens, de retrouver la relation à la nature, à l'authenticité, à l'accueil. Et c'est vrai que la région Bretagne
défend ses positionnements depuis très longtemps, le positionnement responsable et durable. Nous le travaillons depuis déjà 2006 avec les premières véloroutes voies vertes, en tout cas les aménagements, et nous ne cessons de le développer avec des opérations qui ont succédé comme Voyager responsable. On parle beaucoup de mobilité avec l'arrivée de la LGV, les ruptures de charge, effectivement, c'est extrêmement important. Donc voilà, en tout cas, c'est remettre tout le monde au cœur de nos préoccupations. On a la volonté d'avoir un tourisme choisi et non pas subi, ça c'est important. On parlait de la gestion des flux tout à l'heure. Malgré tout, je considère que sur certains sites bretons, alors peut-être qu'effectivement tout n'est pas fait pour que le flux soit bien géré actuellement, mais on a quand même des capacités d'accueil limitées sur certains points. On travaille donc sur des sites d'exception. Et peut-être pour terminer là-dessus, ce qui est important en région Bretagne, c'est qu'on a mis tous les acteurs autour de la table. On n'a pas mis que les institutionnels. On sait que, en général, les institutionnels parlent aux institutionnels, les pro-privés parlent aux privés, les associatifs aux associatifs. Et nous, on a voulu créer cette chaîne de valeur et de passer d'une compétence partagée à une compétence coordonnée. Et c'est comme ça qu'on arrivera à élever le tourisme et à avoir une vision globale et partagée. Voilà. Donc, en tout cas, nous, au niveau de la région Bretagne, on prend notre part pour un tourisme où il y a évidemment des retombées économiques, bien sûr, mais avant tout aussi des préoccupations locales qui font que tout le monde prend sa part et de façon raisonnable et responsable. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. L'identité aussi, l'identité de la Bretagne est particulièrement forte. C'est quelque chose que vous mettez très en avant pour garder cette appétence pour la reprise demain du tourisme. Oui, ça fait partie de notre schéma régional, hein, deux points forts, les identités et les transitions. Alors, ne me lancez pas sur les transitions parce qu'on va arriver jusqu'à midi. Ouais, on a déjà dépassé un peu d'ailleurs. Voilà. Donc je vais se faire taper sur les doigts. Non, identité, c'est vrai que la Bretagne est une marque à part entière hein, en elle-même. On a énormément de réseaux partout dans le monde. On a une identité, qu'elle soit culturelle, patrimoniale, gastronomique, maritime, enfin voilà, quelque chose de très très fort. Et surtout, ce qu'on essaye à travers différentes politiques et que je fais également au niveau du patrimoine, c'est qu'on essaye d'associer la population à nos réflexions. Pour le patrimoine, par exemple, on fait de l'inventaire participatif. Je m'écarte un peu, mais vous allez voir pourquoi. C'est parce que si les Bretons s'approprient notre histoire, notre patrimoine, évidemment, ce sont eux qui pourront en parler le mieux et ça rejoint la qualité de l'accueil du touriste et évidemment l'expérience qu'il y a sur notre territoire. Donc voilà, donc on croise nos politiques vraiment pour faire en sorte que le touriste soit aussi le mieux accueilli possible. Okay. Écoutez, merci beaucoup et puis je vous remercie à tous les participants et qu'on nous retrouverons sur d'autres tables rondes. Merci beaucoup.